Bonjour Diane. Alors, nous voilà sur la chaîne de l'Honest où on a mis le petit logo des parents en colère parce que vous vouliez nous parler d'une affaire dont vous vous occupez, qui vous a été communiquée par les parents en colère. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, enfin, comment vous en êtes venu à vous occuper de cette affaire et pourquoi vous souhaitez intervenir ce soir publiquement? Je vous remercie. Voilà, j'interviens en concertation avec les parents de ma cliente. Il s'agit de mademoiselle Selena H. Je ne vais pas donner son nom ici. C'est une jeune fille de 15 ans qui a publié une vidéo sur TikTok. Cette vidéo a interpellé en fait les équipes des collectifs Parents en colère et en fait ces équipes sont entrées en contact avec les parents de mademoiselle Selena H et puis suite à cet échange je suis moi-même entrée en contact avec eux pour voir ce qu'on pouvait faire pour aider cette jeune fille. Donc, merci aux parents en colère d'être très vigilants, d'être toujours en train d'informer sur le terrain et de tous ces enfants qui sont très malmenés ces derniers mois. C'est un très gros travail. Oui, leur travail sur le terrain est vraiment très important. Alors, Oui. quels sont les faits concernant cette demoiselle Selena? Eh bien, c'est une jeune fille donc de 15 ans qui subissait des actes de harcèlement sexuel de la part d'un jeune de troisième dans un collège, comme elle a pu très bien l'expliquer dans le cadre de vidéos très efficace, qui donc très jeune sonne l'alerte. Ma cliente souhaite devenir policier. Je pense que c'est aussi cette volonté qui fait que je pense qu'elle souhaite combattre toute forme d'injustice. Donc, elle a été victime de harcèlement sexuel par des gestes obscènes réalisés au sein du collège. Elle a reçu sur son téléphone des images pornographiques et des vidéos pornographiques. Voilà, donc ça, il s'agit bien de harcèlement scolaire. Elle n'est pas la seule à avoir reçu ces images et ces vidéos. Cet élève de troisième a envoyé ces éléments à plusieurs filles du collège, dont des jeunes filles de 12 ans. Voilà. Donc certaines ont bien entendu supprimé dès qu'elles ont vu apparaître ces obscénités sur leur portable, bien sûr. Et puis d'autres ont pu les garder. Donc mademoiselle Selena H a donc transmis l'information à la chef d'établissement et aux surveillants du collège qui n'ont absolument rien fait pour que ces faits de harcèlement scolaire sexuel cessent. Donc, vu qu'il n'y avait pas du tout de réaction, elle en a parlé à ses parents, ce qui est tout de même ce qu'il y a de plus normal. Et donc, le père de mademoiselle Selena H est venu devant le collège afin de dire à ce jeune garçon de troisième de cesser ces faits de harcèlement. Puisque voilà, rien ne se passait dans l'enceinte du collège. Sur quoi le surveillant qui était à la porte du collège a vu mademoiselle Selena H rentrer, lui a à ce moment-là plié le bras dans le dos et l'a collé contre la grille et lui a dit donc il lui a reproché d'avoir dit ce qui se passait à l'intérieur du collège à ses parents. Voilà. Donc c'est sur ces faits en fait que ma cliente a été mise à pied en quelque sorte par le collège, par la chef d'établissement. Et puis dernièrement, elle est passée en conseil de discipline départemental puisqu'au niveau du collège, ils n'ont pas souhaité faire le nécessaire.
Et devant le conseil de discipline départemental, il y a eu des témoignages des autres surveillants qui sont venus en renfort, bien sûr, pour essayer de dédouaner le surveillant qui avait commis cet acte de molestation à l'égard de ma cliente. Et ils sont venus dire que le père avait Oui, est-ce que vous agressé. pouvez décaler un peu Oui. votre lumière parce que en fait, on voit très peu votre visage finalement avec la luminosité. Non, non, c'est pas grave, c'est Pardon. juste ou la diminuer un peu. Ou... Alors, est-ce que comme ça va Il mieux? y a un retour sur le visage et en fait, Voilà, donc sur ce, donc les surveillants ont rendu des témoignages qui sont complètement farfelus, à savoir ils ont été dénoncés le père comme étant rentré dans l'enceinte du collège, ayant frappé des surveillants, ayant frappé l'élève. Donc, ils ont également été recherchés quelques comportements depuis la 6e afin de décider que ma cliente serait exclue définitivement du collège. Donc là, on est vraiment dans un cas de double harcèlement, c'est-à-dire que c'est un harcèlement sexuel, voilà, scolaire, et en fait une véritable injustice et un harcèlement aussi de la part de l'académie. Le problème, c'est qu'on a une violation claire et nette du code de l'éducation et du code pénal. Parce que je vais rappeler ici les dispositions de l'article L111.6 du code de l'éducation. Aucun élève ou étudiant ne doit subir de fait de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222 33 2 3 du Code pénal. Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés, ainsi que le réseau des œuvres universitaires, prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée, et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves. Donc là, on a clairement une violation de la loi par toute la hiérarchie du collège. Si on s'en réfère au livre d'Ariane Béran sur le oui. harcèlement, on est dans un cas typique de harcèlement qui veut que la victime, une fois qu'elle dénonce, devient la coupable. En fait, là, on a l'exemple parfait que donc dans les établissements scolaires, ils ne maîtrisent pas du tout la façon dont fonctionne le harcèlement et qu'ils y participent, puisqu'un harcèlement, c'est en groupe. Donc là, non seulement ils ne font rien, mais en plus, ils l'aggravent, si je comprends bien. Exactement, exactement. Elle se trouve vraiment très mal, voilà, au niveau santé, au niveau psychologique, puisque bien sûr, c'est le bouc émissaire, hein, bien sûr. On a compris aussi que les autres enfants qui avaient subi du harcèlement avaient été invités à se taire, hein, aussi. C'est vraiment extrêmement grave. Et en échange, le jeune homme cet enfant mineur de 15 ans qui a commis ces actes de harcèlement, eh bien, est toujours dans l'enceinte du collège, et le surveillant n'est pas non plus sanctionné pour avoir molesté une victime. Donc, il n'y a pas de sanction disciplinaire de la part du collège à l'égard de l'agresseur ou du harceleur, voilà. Il n'y a pas eu de procédure disciplinaire, il n'y a pas eu de signalement à notre connaissance au procureur de la République. Et les victimes n'ont pas fait l'objet d'accompagnement, comme le requiert le Code de l'éducation. Donc, c'est elle qui est sanctionnée, c'est elle qui est préjudiciée, c'est elle en fait qui vit actuellement une véritable injustice aux yeux de tous, puisque
vidéo a fait quand même des millions de vues. Et que malgré tout, bien, on a ouvert les parapluies sur tous les niveaux en fait de service public de l'éducation nationale jusqu'au plus haut de l'académie en fait. La sanction est définitive, c'est elle qui est sanctionnée et la personne qui commet ces méfaits est toujours dans l'enceinte du collège. Et je suis désolée de le dire, mais les surveillants qui sont complices et qui en plus accusent à tort, parce que c'est quand même de la dénonciation calomnieuse, que d'aller dire que le père a frappé l'enfant et des membres du collège, voilà, les surveillants, ce qui est absolument faux. On n'a rien au dossier, il n'y a pas de rapports médicaux, il n'y a pas d'arrêt ITT. Et puis, il suffit de regarder les premiers articles de la presse grand public qui ne dit absolument pas cela. Et je vais même dire plus, c'est que la lettre de convocation du conseil de discipline départementale souligne que le père est à l'extérieur du collège. Et voilà, donc pas du tout à l'intérieur, et qu'il n'a fait que, bon, ils disent que c'est agressif, et que en fait, ce sont que des propos. Et à aucun moment, il n'est question de coups et blessures. Donc en fait, on se contredit carrément entre les témoignages. C'est typique du harceleur d'amener des mensonges pour se faire passer pour la victime, en fait. C'est extrêmement bien décortiqué dans le livre d'Ariane Biran. En fait, quand on est harceleur, on va se faire passer pour victime. La question, c'est vous êtes intervenu sous quelle forme? Parce que vous intervenez en tant qu'avocate. Est-ce que vous êtes intervenu par écrit auprès du collège, du conseil de discipline, et quel a été le retour? Moi, je suis intervenue au moment où il y a eu cette convocation devant le conseil de discipline départemental. Donc, j'ai immédiatement envoyé un courrier avec les moyens de défense et puis les faits, le rappel des faits et bien sûr les articles applicables. Le fait également, bien les éléments qui démontrent que bien un suivi qui a été mis en place puisque la victime est très mal psychologiquement. Ça quand même pour avertir qu'on n'aimerait pas qu'il y ait eh bien, une conclusion terrible à la suite de ces doubles harcèlements. Je le rappelle ici quand même parce qu'en fait, les fonctionnaires d'un quelconque service public, puisqu'on voit quand même beaucoup de maltraitance dans les dossiers de protection des enfants, il y a beaucoup d'erreurs des usagers du service public. Donc, il faut rappeler quand même aussi, parce que il y a ce phénomène de vouloir supprimer totalement l'autorité parentale. Donc, j'ai quand même, parce que on indique quand même qu'un père qui vient défendre son enfant en disant simplement on va porter plainte si vous ne cessez pas vos méfaits, eh bien c'est considéré par l'administration de service public de l'éducation nationale comme une agression. Donc j'ai quand même rappelé l'article 371.1 du Code civil qui enjoint quand même les parents pour les enfants jusqu'à leur majorité, de les protéger dans leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne. Donc en fait, il faut bien quand même remettre les choses dans l'ordre. Non, un père qui vient à la porte d'un collège et de manière plutôt pacifique finalement, parce que voilà, et qui vient juste dire si ça continue, je vais porter plainte, on ne peut quand même pas considérer ça comme une agression. Voilà, donc on en est là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire. On voit ça donc sur les VARS, on voit ça sur les dossiers d'assistance éducative, on voit ça maintenant dans le domaine du harcèlement scolaire. En gros, les parents doivent se taire et les enfants sont à la merci. C'est tellement typique du harceleur, en fait, de se faire passer pour la victime et de désigner l'autre comme coupable. Alors, je prends juste 2 secondes pour rappeler la définition d'Ariane Biran du harcèlement. Donc, le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou un groupe au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force quelque chose de l'individu contre son gré et ce faisant à susciter et entretenir chez l'individu un état de terreur.
Donc le but, c'est vraiment la destruction psychique. Donc effectivement, on peut imaginer qu'une jeune fille, bon, déjà pour tout un chacun, c'est compliqué, mais pour une jeune fille, c'est carrément terrible, quoi. Donc là, aucune réaction, donc voir des réactions inverses. Alors, quelle est la suite que vous pouvez donner, quelle est la suite qu'on peut envisager pour ce dossier? Je pense est-ce qu'elle quitte l'établissement ou qu'est-ce qui est envisagé d'abord pour sa sécurité? Ah ben là, clairement, elle n'est plus du tout admise au sein de ce collège, hein. Elle doit donc, puisqu'il y a une obligation de scolarité jusqu'à l'âge au moins de 16 ans, donc il faut absolument que l'académie lui donne une place ailleurs. Le problème, c'est qu'elle était dans une classe spécifique, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, CESAP ou quelque chose comme ça, enfin bref, et que là, elle est susceptible d'aller en plein milieu de l'année scolaire dans une classe générale. Donc, ça la préjudicie à nouveau, puisqu'en fait, c'est difficile encore pour elle. Voilà, et puis c'est quand même cette situation d'être le bouc émissaire. C'est l'un de nos alerteurs les plus jeunes. On est en train de dégoûter un enfant voilà, qui commence à parler d'injustice, d'une justice qui ne fonctionne pas. Je ne parlerai pas de l'enquête de police qui est en cours, donc je ne peux pas voilà, donner plus d'informations à ce sujet. J'espère que le procureur fera son travail. La seule chose que je peux dire, c'est que je me suis mise à disposition des services de police et que j'ai donné tous les éléments dont j'ai connaissance. Maintenant, il est vrai que si on commence à fabriquer des témoignages faux, usage de faux, des dénonciations calomnieuses, et que les autres victimes se taisent, comme c'est souvent le cas dans les dossiers, comme vous avez pu voir, la dernière horrible affaire de cette petite fille, deux ou trois petites filles, dont une petite fille de 3 ans violée. J'ai une consoeur qui se barre, hein, et on dissuade les autres parents de porter plainte, et voilà, donc la maman se retrouve seule. Et en plus, eh bien, on déclenche des contrôles, voilà, on dissuade par tous les moyens. On est là vraiment dans un système, enfin, là, c'est l'impunité, on organise l'impunité. C'est un système harceleur c'est un processus harceleur qui arrive dans un système lui-même harceleur. Donc en fait, chacun se tient l'écoute, c'est une catastrophe. Alors, c'est complètement fou quand on sait à quel point les VAR c'est prôné, le harcèlement, etc. Donc en fait, on se rend compte qu'entre ce qui est dit dans les médias, prendre en soin, faire attention, développer tout un protocole contre le harcèlement, et en fait, ils font exactement tout l'inverse de ce qu'ils devraient. Eh bien, écoutez, je pense que c'est vraiment là, pour le coup, alors sans vouloir forcément faire de récupération, c'est pas notre propos ici. Néanmoins, quand même, c'est une affaire très symbolique. C'est-à-dire qu'on nous dit, nous mettons en place des cours de sexualité. Je ne vais plus appeler ça les cours d'éducation à la sexualité. Ariane Biran a très bien expliqué que le terme éducation et sexualité, ça ne va pas ensemble. Donc voilà, ce sont des cours de sexualité, il faut le dire très clairement. On nous explique, et beaucoup d'anciennes victimes viennent expliquer que on va faire des cours de sexualité, un degré d'explication et d'entrer dans les détails à compter de l'âge de 3 ans pour que les victimes puissent parler. Et bien là, on voit ce qui se passe du service public de l'éducation. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'a dit le juge Durand, monsieur le juge Durand, et dans son rapport de la Civis, qui est pour les cours, bon, voilà, mais néanmoins, on nous a dit, il faut dire aux victimes qui sont devenues adultes ou les victimes enfants, mineurs, je vous crois. C'est quand même extrêmement important. Ce sont des consignes très importantes. On va arrêter de systématiquement dire à l'enfant qu'il ment. Voilà. Donc là, on voit très bien, et ça, j'espère que Madame Borne verra passer la vidéo de ma cliente, c'est qu'on vient nous dire qu'au prétexte que les victimes pourraient plus facilement parler, qu'il faut leur apprendre la sexualité,
c'est complètement aberrant. Mais dès que dans la pratique, il y a une victime qui se plaint de harcèlement sexuel, on la fait taire. Oui. Et là, c'est toute la hiérarchie, les parapluies sont ouverts, absolument se taire. Et donc, on aide à la perversion, à la corruption, puisque les adultes ne font pas office d'exemple. Non, ils se rendent complices d'actes commis par probablement un jeune qui a été transgressé. Ou alors, autre problème, les réseaux sociaux sur les portables. Et on a pu en parler ensemble. Cela aussi, c'est un point de divergence, et là je parle en tant que présidente de l'ONEST. Notre collège n'est pas d'accord non plus à ce que les cours concernant la pornographie soient faits plus tôt dans la scolarité, puisqu'en fait, ce n'est pas une question, encore une fois, de la responsabilité des enfants, c'est une question de la responsabilité des adultes, mais surtout de l'État, qui peut mettre tous les moyens à disposition, tous les moyens pour bloquer en fait les contenus pornographiques. Ce n'est pas l'enfant qui n'a pas la force ni psychique ni physique de se défendre face aux comportements pervers, corrupteurs et de démoralisation. Ce sont les adultes qui doivent comprendre que ça soit des contenus, moi j'en entends pléthore. Ben, on sait que c'est pratiquement parlant, c'est très faisable, sauf que ça entraverait la liberté d'entreprendre. Donc on préfère laisser des contenus pornographiques aux enfants alors qu'il y a des moyens très très efficaces et très simples pour priver les mineurs d'accès à la pornographie. Donc il y a vraiment une volonté, un langage perverse complètement inversé entre les VARS, entre ces associations qui prétendent défendre les enfants et qui, en fait, quand on recherche bien, en fait, permettent une fenêtre d'Overton et l'acceptation, un consentement, d'ailleurs, totalement vicié par certaines pétitions et certains rapports, puisqu'ils amènent la mise en place de les VARS, en fait, de ces cours qui concernent l'intime et qui sont en contradiction totale avec tous les experts de l'enfant. Et du droit, avec le livre que vous avez fait, qui est à acheter d'ailleurs par tous, parce que tout est écrit là-dedans. Hein. Votre livre et celui d'Ariane Biran, ça suffit. Hein. Et Ariane Biran, ça fait une dizaine d'années qu'elle travaille sur le sujet. Maintenant, elle est reprise, hein, ça c'est sûr. C'est Ariane Biran qui m'a alertée aussi sur ce sujet. Heureusement qu'il y a des professionnels quand même. Amandine Lafargue, Karine Bayeux, enfin voilà, des professionnels indépendants qui savent de quoi ils parlent, qui permettent d'alerter les juristes que nous sommes. On ne peut pas, bon, on a du bon sens, voilà, comme d'autres personnes, mais de voir à quel point c'est grave et préjudiciable à l'enfant mineur, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, vraiment, il y a eu trop de dérives, parce que là, on fait effectivement aussi toute une histoire sur le programme qui a été présenté, mais on oublie de dire que c'est déjà applicable. En réalité, il y a déjà eu de la corruption de mineurs partout sur le territoire. Oui. C'est pas une question de programme, en fait. Hein. C'est juste que ça n'a pas existé. C'est totalement illégal, comme vous l'avez dit, et c'est totalement contraire à la psychologie de l'enfant. Point, en fait. On n'a même pas à discuter sur quelques termes que ce soit, puisque ça n'a pas à exister. Donc, en fait, au prétexte de dire qu'il s'agit de santé, on viole la vie privée et familiale. Il y a d'autres méthodes pour parvenir à un résultat beaucoup plus efficace, parce que comme je le disais, je l'ai dénoncé dans un article paru pour Nexus, qu'il s'agit de faire attention, je veux dire, le secret, si c'est du médical, si c'est la santé, secret médical, on ne demande pas à des élèves de parler de leur santé. Donc, il y a quand même quelque chose d'étrange. Et puis sinon, c'est le phénomène de ce que j'ai appelé la tache d'huile. C'est-à-dire qu'un enfant transgressé au sein de la classe, et c'est tous les autres enfants qui vont entendre ce qu'il a à dire. C'est complètement un non-sens total, en plus du fait que les enfants n'ont absolument pas donné leur consentement. D'ailleurs, ils n'ont pas l'âge de le donner à ces cours. Et que les parents eux-mêmes ne seront pas informés de ces cours. Donc, c'est illégal de bout en bout. Illégal de bout en bout.
Voilà, parce qu'on va me dire, oui, par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, oui, mais on peut porter atteinte à l'intimité si c'est consenté. Non, sauf que des professionnels du développement de l'enfant, de la psychologie, vous disent que ça nuit à l'enfant. Il n'est pas à même de recevoir ces informations. Qui plus est, et on le sait depuis le XIIIe siècle, même Thomas d'Aquin le disait déjà, qu'on ne parle pas de ces choses à des enfants parce qu'on les rend inéducables, comme le disait également Freud. Bon, certains disent que Freud n'est pas une référence, je peux l'entendre, mais les professionnels actuels disent la même chose. Donc je pense qu'il faut les entendre. Et d'ailleurs, il est quand même clair que quand ces textes ont été votés, eh bien, il n'y avait aucun professionnel du développement de l'enfant. Le CESE, là aussi, a rendu un rapport complètement hallucinant en disant que les enfants étaient soumis aux parents. Ça rappelle la propagande de la femme soumise au mari. Là, l'enfant est soumis aux parents. C'est même un syndicat, Force ouvrière, ou je ne sais plus, a dit que c'était complètement consternant de voir comment on pouvait accuser de cette manière les parents. On est dans le même cas que Selena, c'est l'inversion accusatoire avec la non-compréhension qu'un enfant, bien sûr, qui doit être soumis à ses parents puisqu'il est sous leur autorité, et c'est grâce à la sécurité que lui apportent ses parents qu'il peut grandir sainement. Donc, on est vraiment dans l'inversion totale. Voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, ces cours ces cours de sexualité, on va dire les choses, il faut arrêter de tourner autour du pot, on peut rajouter tous les qualificatifs que l'on veut, ça reste des cours de sexualité quand on parle de sodomie, etc. Donc, en fait, il faut qu'on se rende bien compte qu'avec cette propagande qui est faite sur les réseaux sociaux, qui est faite par ces associations, eh bien, ça n'est pas qu'au sein de l'éducation nationale qu'il va y avoir ce problème finalement on va dire que c'est commun, hein, les changements de mœurs, voilà, on accepte, etc. Parce que c'est bien, c'est pour la santé. Eh bien, c'est aussi dans d'autres services publics. Là, dans cette affaire, il a quand même été répondu à ma cliente. Oh, bah cette photo, cette vidéo, bah quand même, à cet âge-là, c'est pas très grave, hein. C'est vraiment pas grave. Voilà, c'est comme ça qu'on va voir les choses. Bien sûr. Voilà. Je parle de la police, en fait, hein. Je parle de la Mais en fait, c'est un ensemble, hein. Ça veut dire que là, dans le cas décrit, on voit bien que tout le monde, et d'ailleurs, il n'y a pas de harcèlement s'il y a un blocage, mais tout le monde participe, c'est-à-dire l'école, les surveillants, les responsables de l'école. Je ne sais pas si vous avez écrit jusqu'au rectorat, la police et pourquoi pas la justice dans l'affaire de Châtenay, la justice aussi. Donc, en fait, tout le monde participe de ce à quoi, paradoxalement, il semble dénoncer par ailleurs. Donc, on est vraiment dans un système pervers par excellence. C'est tout à fait ça. On a vraiment voilà, des services qui sont en train de se déliter, vraiment violents, maltraitants à l'égard des familles et donc des enfants aussi. Des enfants dans ce cas-là, par exemple. Et vraiment, eh bien, on constate que des observations faites notamment par Jacques Attali lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris, à la fin, il a tout de même dit que bon, voilà, il fallait qu'on avait fait la démonstration de toutes sortes de transgressions et que en fait, bien, ça représentait le progrès et que si on venait à refuser ces transgressions de toutes sortes, je rappelle qu'il y avait une petite fille, peut-être de 10 ans, qui était à la table là. De la scène, ouais. Voilà. Et bien que si on n'acceptait pas ça, et bien qu'on retournerait à l'obscurantisme, sachant que l'obscurantisme est souvent relié à la droite ou au catholicisme. Eh bien, on voit ce que cela veut dire. Oui, de toute façon, c'est la déconstruction de l'histoire, de tout, de la vérité. On est vraiment dans le roman 1984 d'Orwell, en fait. Hein. Oui, totalement. Et là, cette affaire est hautement symbolique parce qu'elle est un exemple de ce qui peut se passer partout en France, le chaos total. Bon, en fait,
c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe actuellement à tout niveau, que ce soit dans les hôpitaux, et cetera. Et vous l'avez Oui, d'ailleurs, tout ceci est voulu et vous l'avez clairement démontré dans votre livre La France sacrifiée. On voit bien ce à quoi ils veulent en venir, en fait. Voilà. oui, C'est pas oui. quelque chose d'inconnu, hein, ce sont des process qui sont volontaires. Ben oui, tout à fait, sachant que on voit effectivement dans mon second livre qu'on veut à tout prix la guerre. Hein. On voit bien que Madame von der Leyen, qui n'a pas ses pouvoirs en principe, mais qu'on voit partout dans les comment dire, les grands conseils internationaux, hein, comme si elle était un chef d'État à part entière, qui veut absolument la guerre et qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir, eh bien, ça correspond quand même à des cours aussi de patriotisme et de va-t-en-guerre dès l'âge de 13 ans. Donc, C'est prévu, les gens ne l'ont pas vu, mais c'est quand dans on les... traumatise les enfants, hein. Quand on traumatise les enfants, on les tire vers leur pulsion primaire et du coup, on peut les mener en tant que chair à canon, devenir complètement addict à la pornographie, aux drogues, etc. Et c'est beaucoup plus facile de maîtriser un peuple qui est transgressé, traumatisé des petits. Vous l'avez clairement démontré. Et c'est en fait, je renverrai à la comment dire, à la démonstration faite par Thomas d'Aquin de ce qu'est l'âme. Donc on pourrait la conscience que vous voulez à l'heure actuelle, mais avec voilà la partie plus basse, la végétative, émotionnelle, et après intellective et l'état pur. Mais en fait, on voit qu'on essaie toujours de nous garder dans la partie végétative qui est de pouvoir satisfaire aux besoins primaires. Voilà, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi, notamment la sexualité, l'émotion qui est juste au-dessus, et de nous Exactement. empêcher d'arriver à la phase de ce qui est l'âme intellective, ce qui est le développement du libre arbitre par la raison, par la réflexion, la prise de conseils avisée, et c'est ça la liberté en réalité. Exactement. Mais Exact. même si on regarde la sexualité, elle n'est que mécanique. Le dernier livre qu'a écrit Ariane Biran avec Régis Bruno, Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, moi je l'ai lu, ça m'a rappelé tous les, je le mettrai sur la vidéo, tous mes moments avec mes enfants, en fait, tout ce bonheur, et rappeler que la sexualité, c'est pas du mécanisme, c'est avant tout un sentiment, un partage, une union avec quelqu'un. C'est ça dans l'essence même. On veut nous ramener à quelque chose de bas, mais je veux dire, faire l'amour, c'est l'union de deux êtres. Et ça, il le rappelle très bien dans le livre. Et les deux, ce livre est vraiment un manifeste qui appuie sur tous les points qui ont été utilisés pour bien remettre les choses au clair. J'invite tout le monde à le lire. Enfin, j'invite tout le monde à lire ces quelques livres parce qu'ils sont très bien écrits et ça permet de comprendre les choses. Alors, il y a une action le 10 mars là, qui a été lancé par les parents en colère pour le retrait des enfants de l'école. Est-ce que vous y êtes favorable vous-même? Est-ce que vous pensez que les parents risquent quelque chose, puisqu'il y a eu des menaces, évidemment, de fait par toutes ces bonnes associations bien intentionnées? Donc, est-ce que vous pensez que les parents risquent quelque chose à garder leurs enfants chez eux le 10 mars? Eh bien, en tant qu'avocat, je ne vais pas forcément les inviter à le faire de cette manière, mais ce que je peux dire, c'est quand même ils ont un droit en fait à absence. Euh, voilà, chaque enfant a droit de santé. Hein, je crois que c'est 3 demi-journées maximum sans être justifié. Peut-être que je dis une erreur, mais je crois que c'est ça. Je pense que le gouvernement et notamment le ministère de l'Éducation nationale, plus il va forcer les parents en n'écoutant pas les professionnels du développement de l'enfant, les parents qui leur disent on doit respecter leurs convictions philosophiques, religieuses, leur autorité parentale, leurs droits et devoirs de parents, parce qu'ils ont aussi des devoirs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on ne peut pas violer les consciences. Parce que les enseignants, en plus, comme je le répète, c'est dans mon livre, quand la loi a été votée concernant ces cours de sexualité, la personne, le parlementaire qui était à l'initiative de ce texte dit bien que ce n'est pas l'affaire des professeurs, c'est l'affaire des spécialistes. Donc, il n'était pas de l'intention que les enseignants, de législateurs, que les enseignants délivrent ce type de cours.
Ils ne sont pas, ce n'est pas de leur compétence, et, et ils sont en train de violer les consciences des enfants, des enseignants, des parents. Voilà. C'est vraiment voilà, de l'ordre de la trahison, puisqu'en fait, des gens enfin, au ministère de l'Éducation qui vient dire il ne faut pas que les parents soient informés de la survenue de ces cours, sinon il va y avoir de l'absentéisme. Donc on vient bien forcer le consentement, encore une fois, parce qu'en fait ça devient une spécialité maintenant de forcer le consentement, voilà, des parents. Voilà. Très bien. Et des enfants, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont traumatisés aujourd'hui. Donc il y a une cagnotte aussi qui a été lancée par les parents en colère pour lancer une action contre les VARS que vous porterez, c'est cela. Oui. Bon, j'imagine on n'en dira pas tout plus maintenant, mais c'est quelque chose auquel je pense qu'il faut participer à la cagnotte pour donner les moyens que cette action puisse être de grande ampleur et qu'elle puisse avoir des ricochets à côté. Oui, tout à fait, c'est très important. C'est effectivement, j'ai été mandatée effectivement pour porter ce dossier. Je pense qu'avec le livre qui a été écrit, je devrais pas mal, je devrais pouvoir trouver les arguments, n'est-ce pas? En tout cas, je voudrais rappeler ici à tous les fonctionnaires et donc les enseignants notamment, et toutes les personnes qui participent voilà, à la mission de service public de l'éducation nationale, qu'ils ont un devoir de neutralité, qu'ils ne peuvent pas endoctriner des enfants, et que là, il est vraiment question d'endoctrinement. Parce que toutes ces questions de genre aussi qui mènent à des traitements chimiques dont les conséquences, les effets indésirables sont irréversibles, les mutilations qui sont du charlatanisme, hein. Il faudra voir, eh bien, j'ai actuellement Croix gammée contre caducée, hein, c'est le rapport 1950 d'un neuropsychiatre, pardon, qui a traité de toutes les expériences qui ont été faites durant la Seconde Guerre mondiale, et les mutilations en faisaient partie. Donc là, on est clairement dans des cas de stérilisation, finalement, d'enfants qui n'ont pas pu consentir parce que pas suffisamment éclairés sur les conséquences irréversibles, alors que ces enfants, en général, ont souvent un besoin de prise en charge psychologique. Alors, Docteur Laurence Kaiser est très bien placé pour nous parler de ces sujets, je n'irai pas plus loin, mais il faut aussi comprendre que cette idéologie mène à voilà, cette confusion des enfants, et ça n'est pas le lieu de l'école que de les endoctriner et que de les rendre encore plus confus. Ce n'est pas le lieu, et ce n'est pas de la compétence des enseignants, qui se rendraient aussi en partie complices de ce qui peut advenir à ces enfants qui restent dans la confusion, hein. C'est des grosses dépressions, c'est des énormes problèmes de santé, en fait, et c'est là, c'est pareil, c'est l'inverse qui est fait parce que dans Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, il explique bien qu'à l'âge de l'adolescence, en fait, les psys ne font aucun diagnostic, sachant que l'adolescent, il est dans une période très critique, il est en crise et qu'on ne peut rien déterminer. Et que par conséquent, il ne faut pas l'inciter à faire quoi que ce soit, il faut attendre qu'il se pose, et c'est une période tout à fait normale. Mais qu'on ne doit pas du tout guider à ce moment-là vers des choses qui sont irrémédiables, effectivement. Bon, ben, ils savent très bien aussi ce qu'ils font, puisqu'en fait, l'endoctrinement, l'idéologie comme ça, dès l'âge de 3 ans, c'est plus facile à faire entrer dans les têtes. Voilà, c'est le problème. Bon, je pense, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ou on a fait le tour? Non, juste dire tout de même que voilà, je suis en solidarité avec les familles, parce que je vois dans différents dossiers que j'ai, que ce soit en instruction en famille, sur l'instruction en famille, les écoles privées qui sont pas mal attaquées par ce biais indirectement, hein, en violation aussi totale, détournement de pouvoir de cette manière, que ce soit sur les placements d'enfants, hein, mesures d'assistance éducative, ou encore, bien sûr, les cours de sexualité, eh bien, je vois toujours la même chose, maltraitance de la part de l'État, finalement, violence, très grande violence, et dans l'égalité souvent totale.
Voilà. Donc j'aimerais bien en fait, qu'on mette un peu plus de vertu et de principes, de valeurs dans tout ça parce que vraiment, c'est navrant. Je Voilà, pense que navrant. l'honnête aura fort à faire. Donc, on vous remercie par avance, vous et l'honnête, en fait. Merci au collectif et à tous les bénévoles en fait qui dansent. Oui, voilà, je représentais, bon, en représentation des parents en colère ce soir, Isabelle n'ayant pas pu être là, c'est elle qui avait traité le dossier. Bien, écoutez, bonne soirée. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.